Pujol, vous êtes directeur de l'intégrité du sport à la Française des Jeux et c'est à votre tour maintenant. Une part importante du chiffre d'affaires des loteries s'effectue en ligne. Et selon vous, le jeu en ligne présente-t-il des menaces spécifiques? Et si oui, quelles sont les dispositions que vous prenez pour y faire face? Et j'ai une deuxième question ensuite. C'est en matière d'intégrité et de lutte contre la manipulation sportive, comment voyez-vous les complémentarités entre le réseau physique et le réseau en ligne? Oui, merci. Déjà, beaucoup de propos intéressants ont été tenus. Je vais éviter des redites et ne peut-être pas trop insister sur ce qui a déjà été dit. Pour ce qui concerne la première question concernant les mesures spécifiques liées aux jeux en ligne face à ses propres menaces, il y a un point qui me paraît intéressant quand même de développer, c'est la montée en puissance de la cybercriminalité. On ne l'a pas évoqué, et c'est un vrai sujet qui ne touche pas que les jeux en ligne d'ailleurs, mais qui attire, parce que jeux en ligne, jeux d'argent, donc c'est lié à tout ce qui concerne la protection du consommateur, de nos clients. Et cette montée en puissance des menaces liées à la cybercriminalité est apparue avec la montée en puissance effectivement d'Internet dans les années 2000. J'en veux pour preuve les rapports qui ont été faits par le ministre de l'Intérieur, plusieurs dizaines de milliers d'attaques, notamment liées également à la montée en puissance des risques liés au terrorisme qu'on retrouve sur Internet. Et sans rentrer dans ces sujets-là, les opérateurs de jeux sont quand même des opérateurs visés et pour lesquels nous sommes tenus, en tant que responsable de notre offre de jeux, de se lier par rapport aux risques menaces du déni de service, notamment. La saturation de de nos sites envoie de milliers de messages pour entraîner une rupture de la continuité de notre service, de portail d'opérateurs de jeux. Empêcher les joueurs de se connecter à leur service en ligne. Il y a aussi l'hameçonnage, le phishing, qui permet de subtiliser les identifiants, les mots de passe. C'est un vrai sujet. Et prise en compte d'identité bancaire. Monsieur Ménard, tout à l'heure, a évoqué des cas de subtilisation de cartes de crédit et autres. Et pour ce faire, FDJ a mis en place une première ligne de défense destinée à optimiser la protection en bloquant le trafic malveillant à partir donc d'un système de sécurité. Il y a quelques spécialistes de la sécurité, système d'information ici, qui pourront témoigner de l'application et des applications que nous mettons vis-à-vis de nos serveurs pour bâtir cette ligne de défense. C'est par feu. Lorsque nous voulons éviter un trafic indésirable ou anormalement important. Alors l'idéal est une solution technologique de prévention, d'intrusion, de défense, anti-déni de service. Et pour ce faire, FDJ a investi sur des moyens et des hommes. Les moyens, c'est effectivement une grosse... ce qu'on appelle des firewalls à plusieurs niveaux de contrôle, des barrières anti-spam, des filtrages URL, mais également des hommes, une équipe allant jusqu'à 20 personnes, d'ingénieurs sécurité informatique, qui sont impliqués dans les projets, qui sont impliqués également dans le contrôle et dans l'application opérationnelle du SI au quotidien. Bon, ça c'est pour parler de la protection, je dirais, de notre client, qu'il ne faut peut-être pas trop négliger non plus. Mais revenons aussi au débat qui a été évoqué largement, la mondialisation du marché des jeux à travers Internet. On a évoqué un chiffre, on n'est pas là pour être anxiogène, on est là pour regarder les sujets et les évoquer en toute clarté et toute transparence. Mais 500 milliards d'euros, selon Interpol, c'est pas moi qui parle, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a des enjeux, ça veut dire qu'il y a des intérêts, ça veut dire qu'il y a des possibilités. Notamment, ça a été évoqué par les précédents intervenants, l'Asie est un continent dans lequel il y a beaucoup de flux d'argent sur les tout types de jeux. Et personne n'est épargné, si ce n'est quand même qu'il faut constater, et ça je le constate puisque j'ai la chance de pouvoir aller au contact à travers la WLA, World Lottery Association, être au contact de nombreux opérateurs à travers le monde. La France, avec son système de régulation fort, Dieu merci, est préservée de toutes ces attaques. Jusqu'à présent, on n'a pas eu encore un cas
d'un opérateur, d'une organisation criminelle transnationale qui a opéré sur la France, alors qu'on le voit en Italie, on le voit en Allemagne, malheureusement. Hein, c'est pas du tout pour nous un sujet de satisfaction, c'est un constat, on le voit en Espagne. Et pour l'instant, nous ne sommes pas touchés. On reviendra peut-être sur la deuxième question, sur les sujets qui concernent spécifiquement la France et comment on peut également y opérer. Et tout cela pour dire que, clairement, nous avons, nous, opérateurs, un devoir de vigilance. Le mot vigilance a été prononcé en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre la fraude. Nous ne pouvons pas, à aucun moment, pouvoir accepter d'être considérés comme complices d'une facilitation de blanchiment d'argent. Raison pour laquelle nous avons une équipe à FDJ assez forte, constituée de 80 personnes. C'est pas rien, c'est un lourd investissement. Alors, pardon Antonio, je n'ai pas chiffré ce que ça représente en termes de millions d'euros, mais ça représente quand même beaucoup d'argent, un gros investissement de la part de FDJ pour à la fois être capable, pour ce qui concerne les jeux en ligne, d'identifier réellement le client. Ce n'est pas parce que vous avez un nom, une adresse de quelqu'un qui s'inscrit que vous avez forcément en face cette personne. On ne va pas faire un cours sur la lutte contre le blanchiment d'argent, mais vous avez un terme qui vaut ce qu'il vaut. On appelle ça une mule, je crois. On pourrait l'appeler plutôt un comparse. Vous avez des gens qui donnent leur propre identité pour faciliter le transfert d'argent à travers les jeux en ligne. Il me vient à la mémoire, là, je vois quelqu'un de la FDJ en face de moi, il me revient à la mémoire un dossier qu'on avait vu il y a quelques années sur une personne, on va dire d'un certain âge, qui avait plus de 80 ans, qui avait des dizaines, voire des centaines de cartes prépayées et qui jouait intensément au poker entre minuit et 5 heures du matin. Alors évidemment, le devoir de lutte contre l'addiction fait que nous faisons des comptes rendus à nos autorités, mais on peut aller plus loin et on peut penser que derrière, mais ça c'est juste une suspicion, puisque nous en sommes juste au niveau du devoir de faire des déclarations de suspicion, peut-être que derrière, il y a une organisation criminelle, transnationale, qui utilise des papiers volés, je ne sais pas, ou qui usurpe des identités, ou qui utilise la complicité d'une personne qui veut bien, moyennant quelques centaines d'euros pour arranger ses fins de mois de retraités, pour faire passer de l'argent et blanchir cet argent. Voilà, donc la lutte contre la fraude, contre le blanchiment, est un sujet sérieux dans le domaine des jeux en ligne. Alors, pour ce qui concerne notre système de contrôle, nous avons un système de contrôle, de vérification de l'identité de nos clients, de notre parcours client. On essaye de ne pas être trop présent. Je n'ai pas trop envie non plus de me faire des ennemis du côté du marketing à la FDJ pour pouvoir être toujours également attrayant. Mais il faut quand même considérer que du côté de notre devoir de vigilance, nous devons quand même mettre en place ce contrôle et mettre en place une réelle sensibilisation de toutes les équipes quand on a un client qui s'inscrit sur nos jeux en ligne. Alors, autre sujet qui ne nous dépend pas, nous, directement des opérateurs, c'est ce qu'on appelle le TRJ, le taux de retour aux joueurs, mais c'est un facteur essentiel dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Plus le taux de retour aux joueurs est élevé, on l'a déjà dit, je vais faire un peu une redite, mais plus il y a facilitation et plus il y a possibilité pour une organisation criminelle transnationale de blanchir de l'argent. Alors en France, encore une fois, heureusement, nous avons une régulation forte qui nous permet de contraindre et de limiter ce risque. Pour ce qui est des paris sportifs, un taux à 85% avec une surveillance particulière permet de limiter ce risque. Parce que vous avez en Asie, vous avez des cas qui vont de 95, 96, même 99% sur la presqu'île de Cagayan aux Philippines, où vous avez de nombreux opérateurs privés qui en offshore proposent ce type de paris. Vous imaginez 99%, ça fait une taxe d'1% pour blanchir son argent. Voilà, c'est quelque chose donc pour lequel il faut être vigilant à l'avenir d'avoir des taux de retour aux joueurs tels qu'ils s'appliquent en France. Pour les autres jeux de loterie, ça va à 75%, jeux en ligne 70%. Nous sommes dans le raisonnable. Alors, d'ailleurs, ce qu'il faut considérer, c'est qu'en France, toute forme de jeu dangereuse est interdite et c'est une bonne chose. Dernier point, différencions également les jeux de hasard des jeux, ce qu'on appelle les skill games, des jeux d'experts.
le traitement n'est pas le même. Quand le hasard pur est en jeu, on n'a pas de raison d'être particulièrement plus restrictif. En revanche, les skill games, il faut regarder ce qu'il en est. C'est une question qu'il faut traiter en particulier. Et ne pas, alors pour ce qui est du cas des paris sportifs, éviter de faciliter la manipulation des compétitions sportives. Et j'en viens donc au sujet de la deuxième question, qui est donc les complémentarités entre le réseau physique et le réseau en ligne sur le côté des paris sportifs. Alors, dans la manipulation, la vraie menace des manipulations sportives se situe dans l'intérêt que ces compétitions suscitent en termes de profit à moindre risque pour la criminalité organisée. Un vrai sujet. Qu'est-ce que risque un criminel quand il est pris dans les affaires qui ont été évoquées par M. Ménard? Allez, au maximum 3 ans, 5 ans de prison. Comparez cela avec ce qu'il risque quand il fait du trafic de drogue ou du trafic de personnes humaines. Ça va jusqu'à 20 ans. Donc, je veux dire, au niveau des criminels, ils font vite la part des choses et ils voient où est leur intérêt, d'autant plus que ça rapporte, si on voit que le sujet global est de 500 milliards d'euros. Donc cette menace, elle est avant tout extranationale. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas vu de cas jusqu'à présent, bien que le risque zéro n'existe pas, mais on n'a pas vu de cas en France. Donc elle s'appuie sur des organisations transnationales. Nous, ce qu'on a observé en France, l'affaire médiatisée du match de Cesson-Montpellier n'avait rien à voir avec tout cela. Donc, ce qu'il faut voir, c'est surtout essayer de développer des contacts avec les autres opérateurs à travers le monde. Pour ce faire, FDJ est partenaire de Global Lottery Monitoring System, GLMS, qui a été mis en place par la WLA. Nous avons 27 opérateurs de paris sportifs à travers le monde, dont de gros opérateurs de paris en Asie, Hong Kong, la Corée, Singapour, et 17 opérateurs de paris sportifs européens, ce qui nous permet, nous, d'avoir une vision globale de ce qui se fait sur le marché, parce que, bien évidemment, nous avons une autorité de régulation forte en France, mais il n'empêche pas moins que des opérateurs puissent faire ou prendre des paris en France sur une offre d'événements sportifs sans que nous puissions le savoir au niveau de la régulation française. Donc tout ce qui ira dans le sens de recouper de l'information, de l'échange d'informations et de pouvoir la transmettre aussi, ce qui est très, très important aux autorités juridictions de police, ira dans le bon sens. Donc ce partenariat est fort, il fonctionne bien, c'est plusieurs centaines d'alertes par an, qui permet donc d'apporter des informations et de donner cette vision extranationale qui est très importante par rapport au risque des organisations criminelles transnationales. Au passage, effectivement, IBIS est une plateforme également très intéressante et notre association WLA ainsi que la Française des Jeux partenaires, comme d'ailleurs c'est pas un sujet d'ailleurs entre compétiteurs quels qu'ils soient, c'est très bien d'ailleurs que tous les opérateurs quels qu'ils soient se regroupent sous ces plateformes pour pouvoir transmettre toute alerte susceptible de porter atteinte aux compétitions sportives. On voit bien que le grand défaut actuellement dans la lutte contre les manipulations des compétitions sportives, c'est ce manque de coordination et d'échange d'informations. Donc tout ce qui va dans ce sens ira dans le bon sens. La Convention du Conseil de l'Europe a été évoquée. C'est effectivement le sujet en pointe au niveau mondial pour avancer dans cette synergie, pour mettre en place des plateformes nationales de surveillance, d'alerte, d'échange d'informations sur les risques liés à ce sujet. Donc la France a signé cet accord, ça a été évoqué par Monsieur le ministre des Sports, sous l'égide du ministère des Sports, et nous sommes partie prenante au même titre que les autres opérateurs, l'ARGEL, le ministère de l'Intérieur, le Service central des courses et jeux, le ministère du Budget, le mouvement sportif global dans son ensemble, et c'est une chose excellente. Au niveau du suivi des prises de paris sportifs en France, donc par rapport au réseau en ligne et au réseau physique, il est essentiel de pouvoir communiquer en temps réel. Et ça, c'est un sujet qu'il faut bien prendre en compte. Ça va très très vite quand vous avez une alerte. Les centaines de milliers d'euros défilent à la minute. Donc il est essentiel de pouvoir être réactif et notamment de pouvoir prévenir les réseaux offline et online en temps réel qu'il se passe des choses. Et c'est pour ça que tout ce qui va dans le sens de pouvoir communiquer des informations en temps réel, j'insiste bien sur le terme en temps réel, va dans le bon sens.
À cet effet, nous avons effectivement fait cet accord, ce protocole tripartite d'échange d'informations entre le ministère du Budget, l'ARJEL, FDJ. Je salue au passage Philippe Brandt, avec qui nous avons œuvré pendant un an pour obtenir et pour établir et faire cet accord. C'est une très bonne chose, car ça nous permet, nous, opérateurs en charge du réseau physique, de pouvoir communiquer en temps réel à notre régulateur des jeux en ligne toute alerte concernant le football, le basket, enfin notre offre de jeux en règle générale. C'est une procédure maintenant qui est officielle, qui nous met très à l'aise, nous, de pouvoir communiquer ce type d'informations sans pouvoir avoir, disons, de transmettre une information confidentielle à une personne qui ne pourrait pas normalement la recevoir. Donc c'est excellent, ça va dans le bon sens et ça peut encore mieux gérer tout nouveau type de tentative de fraude en échangeant sur les atypismes que nous observons, soit dans le réseau physique, soit dans le réseau online. Pour finir, je voudrais quand même évoquer les contrats de partenariat sportif que nous avons dans le cadre des contacts que nous avons avec le mouvement sportif. Nous développons un volet intégrité parce que voilà, il faut être concret. Ça a été décidé à l'issue du match d'ailleurs Cesson-Montpellier par notre ancien président Christophe Blanchard-Dignac de mettre en place un volet intégrité avec tout partenaire sportif dans le but de sensibiliser, d'informer les parties prenantes sur les risques éventuels liés aux paris sportifs. Et pour ce faire, nous développons ce type d'information avec la Ligue de football professionnel, avec la Fédération française de handball, d'ailleurs c'est avec eux que nous avons commencé en premier, avec la Fédération française de basketball, avec la Fédération française de rugby, Fédération française de volleyball également, et avec des cas très concrets. Nous allons dans les clubs, nous voyons aussi bien les équipes professionnelles que les jeunes, parce qu'en fait notre cible ce sont les jeunes, c'est très important. Le mot éducation qui a été évoqué est essentiel. Évidemment, les jeunes seront encore mieux sensibilisés si on va voir d'abord les pros, mais c'est une chose avec laquelle, je dirais, nous pouvons agir de manière concrète, également avec les associations, notamment je pense à l'Union nationale des footballeurs professionnels, avec les différentes associations représentant des joueurs professionnels dans les différents sports. Et c'est un sujet sur lequel il faut continuer de travailler. Voilà, un petit cas concret pour terminer, un petit exemple qui a permis, grâce à ces contrats, de travailler concrètement dans le cadre d'alertes que nous avions observées. Nous sommes tenus, nous, dans le cadre de ce qu'on appelle le droit au pari, de prévenir un organisateur d'événements sportifs de toute anomalie que nous observons dans le cadre des prises de paris. Ça a été le cas il y a 2 ans sur un match de football. Nous avons prévenu la Ligue de football qu'il y avait une anomalie sur un match. Et grâce au fait que nous avons pu prévenir en amont, toute une action de sensibilisation a été mise en place par la Ligue, qui a réuni juste avant le match les capitaines d'équipe, les entraîneurs, les dirigeants, pour leur dire, messieurs, il y a une suspension de paris sur ce match qui est fait actuellement par FDJ. On n'a rien observé de plus, simplement on tient à vous le dire. Faites attention, ce match est sous surveillance, il y a une attention particulière qui est faite. Et que je ne sais pas si c'est un hasard, bien que le hasard existe dans notre activité, bien évidemment, mais toujours est-il que le résultat était conforme à la prévision sportive et pas à la prévision pari que nous avions vue, nous, au sein de FDJ. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le directeur.